Lorsque l'on parle d'une personne souffrant d'un trouble de la personnalité borderline, on y accole très souvent l'image d'une personne méchante ou manipulatrice avec son entourage. Et pour cause, qu'il s'agisse de menaces d'autosabotage, de culpabilisation, de chantage, de création de conflits inutiles, c'est tout autant de comportements qui peuvent être très difficiles à interpréter par l'entourage. On amalgame d'ailleurs souvent le trouble borderline avec le trouble narcissique, qui sont deux troubles de la personnalité qui appartiennent au groupe B. Le groupe B, c'est les troubles de la personnalité associés à l'impulsivité. Et pourtant, il y a une véritable différence de fond entre un trouble borderline et un trouble narcissique. Et les raisons pour lesquelles un borderline devient agressif, antipathique ou manipulateur sont bien loin d'être celles qu'on peut imaginer de prime abord. Bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la manipulation et de la méchanceté dont peuvent faire preuve les borderline en essayant de comprendre ce qui se cache derrière, quelles sont leurs vraies intentions, leurs vraies motivations, puisque je sais que pour un grand nombre de personnes, c'est le flou total. Et en tant que borderline aujourd'hui stabilisé, je vous partage sur cette chaîne des contenus autour de la santé mentale pour essayer de déstigmatiser certains tabous et certains a priori qu'on peut avoir. Et pour ça, je me base sur mon expérience en tant que personne concernée, mais aussi sur ce que j'ai pu apprendre et comprendre au fur et à mesure des thérapies, de mes hospitalisations, de mes lectures, de mes prises de recul, etc. Si ce sont des sujets qui t'intéressent et que tu viens de découvrir la chaîne, sache qu'un abonnement de ta part m'aiderait grandement à faire connaître cette chaîne qui est toute nouvelle, mais que je compte bien investir parce que j'ai beaucoup de choses à dire. En tant que personne ayant un trouble borderline, j'ai eu droit à tout un tas de reproches assez virulents de la part de certains de mes proches quand j'étais au cœur de mon trouble, me disant que j'étais manipulatrice et tyrannique, que j'étais violente dans ma manière d'être et que j'étais insupportable à vivre de façon plus globale. Ces mots sont très durs, je m'en rends compte en les prononçant aujourd'hui avec le recul et en sachant ce qui me constituait à l'époque et ce qui faisait que j'étais ce que j'étais. Il faut quand même bien reconnaître avec le recul que j'avais à cette époque-là un entourage qui n'était pas particulièrement mature émotionnellement et qui n'était pas spécialement compatissant de mes problèmes non plus. Comme j'étais difficile à vivre, on ne cherchait pas à me comprendre. Pour beaucoup, j'étais la méchante et à certains égards, ça fait sens qu'on ait pu penser ça, mais j'étais avant toute chose la souffrante numéro 1 de mes problèmes. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue dans le trouble borderline. Le borderline lui-même se met en péril et souffre d'agir comme il agit. Alors tout d'abord, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de méchanceté? Parce qu'on met peut-être pas tous la même définition derrière le sens de ce mot. Le mot méchant, il caractérise le fait de faire du mal ou de chercher à nuire intentionnellement à d'autres personnes. Je vous ai pris la première définition que j'ai trouvée sur Google, je fais un vrai travail de recherche, vous avez vu. Si on se base sur cette définition, on aurait donc un principe d'intentionnalité dans le fait d'être méchant. Après, on peut aussi se dire que on peut avoir des actions de méchanceté sans pour autant que ça ne fasse quelqu'un de nous, quelqu'un de méchant. Je suis pas hyper pour le fait de dissocier les personnes de leurs actions, mais disons que c'est discutable. Nos actions sont perçues et reçues comme des actions méchantes, mais la personne qui en est à l'origine n'avait pas d'intention de blesser l'autre. Dans le cadre du trouble borderline, on va effectivement retrouver des comportements qui nuisent aux autres, avec des propos offensants tels que « toute façon, tu m'as menti, tu m'as jamais aimé », par exemple, ce qui peut créer beaucoup de culpabilité ou d'injustice pour le proche qui reçoit ça. Autre exemple, on peut aussi retrouver des phrases du style j'ai pas besoin de toi, je sais pas ce que je fais avec toi, tu me sers à rien. Ça, c'est typiquement des exemples de phrases qu'on peut entendre de la bouche d'un borderline en crise. Et il y en a plein d'autres, des phrases comme ça qui peuvent être prononcées par le borderline et qui vont avoir comme conséquence chez la personne qui les reçoit en face de se poser la question mais d'où est-ce que ça lui sort? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Qu'est-ce que j'ai raté? Dans la plupart des cas, ça va amener le proche à se ronger de l'intérieur et à se poser tout un tas de questions. Et tant que le borderline est en crise, il a de grandes chances de maintenir sa position et même de la renchérir. Mais alors pourquoi est-ce que les borderline font ça? Est-ce qu'ils cherchent vraiment à nuire à leurs proches? Est-ce que leur personnalité est façonnée pour les pousser à détruire l'autre? Alors la réponse, vous vous en doutez peut-être, mais c'est que non. Le sadisme, donc le plaisir à voir souffrir les autres, ça fait pas partie des symptômes du trouble borderline. En revanche, il est très fréquent que les borderline deviennent cruels dans leurs propos envers leurs proches. Mais alors, si le but n'est pas de prendre du plaisir à les regarder souffrir, pourquoi est-ce qu'ils deviennent si cruels? Eh bien, il y a plusieurs raisons à ça et toutes sont susceptibles d'être vraies, c'est-à-dire que ça dépend du contexte et du moment. Derrière un propos blessant, le borderline peut avoir l'impression de se protéger d'une attaque supposée ou réelle. Un borderline, c'est souvent quelqu'un qui s'est construit avec un entourage maltraitant qui lui a fait du mal. Et à l'époque où ça lui est arrivé, il n'avait pas nécessairement les capacités cognitives ou physiques pour s'en défendre, puisque ça arrive souvent pendant l'enfance. Donc une fois adulte, il va mal interpréter les comportements des autres, ce qui risque de l'amener vers une surinterprétation erronée qui va le conduire, pour s'en protéger, à
attaquer l'autre. Donc ça peut prendre des formes très différentes, mais le résultat est très souvent le même, c'est-à-dire que ça fait mal à ceux qui le reçoivent. Au-delà de la surinterprétation, il est important de prendre aussi en compte que les borderline ont une vraie difficulté chimique à réguler leurs émotions. Ce qui fait qu'ils vont ressentir les émotions très fortement, bien plus intensément que la moyenne. Donc si un borderline se sent attaqué, il va le ressentir hyper intensément en lui. Et donc sa réponse, son attaque sera elle aussi très intense. Il n'y a pas de régulation qui est faite dans le cerveau pour venir tempérer le borderline. Qui plus est, les borderline, ce sont des personnes très impulsives en raison de ce manque de régulation émotionnelle. Et donc elles vont souvent agir à chaud sans prendre le temps de la réflexion, de savoir si tenir tel ou tel propos c'est approprié ou pas. Le fait que les borderline aient une vision dichotomique, donc c'est-à-dire soit tout noir, soit tout blanc, mais qu'ils n'arrivent pas à voir les nuances, et ben ça peut les rendre méchants également à certains égards, parce qu'ils vont mal interpréter les comportements des autres en raison du manque de nuances. Dans notre tête, c'est tout ou rien. Donc si tu réponds pas à mes messages par exemple, je vais pas réussir à me dire que peut-être que t'es occupé, peut-être que t'as pas vu mon message. Non, en fait, ça va directement partir dans un extrême qui va être, par exemple, bah tu m'aimes plus, ou alors tu m'ignores pour me faire du mal. Et donc le résultat, ça va être de l'adversité pour se protéger d'une attaque supposée. Autre explication à la méchanceté chez le borderline, il y a aussi le fait de venir tester les limites de la relation. J'ai terriblement peur que tu m'abandonnes, donc je vais mettre notre relation en péril en te faisant du mal pour voir si même au pire de ma toxicité, tu restes. C'est une stratégie qu'on met en place inconsciemment pour se rassurer dans notre peur maladive de l'abandon. Car on le rappelle, le borderline a une peur démesurée de l'abandon. Dans le sens où c'est pathologique. Évidemment que personne n'aime se faire abandonner sur le papier. Mais chez le borderline, ça prend des proportions irrationnelles, comme par exemple le fait de devenir méchant ou cruel envers les gens qu'on aime pour s'assurer qu'ils vont rester. Quoi qu'il arrive, ils continueront de nous aimer. On comprend au travers de ces quelques pistes de réponse que non, le borderline, c'est pas quelqu'un de méchant. Dans le sens où c'est pas quelqu'un qui aime faire souffrir. C'est quelqu'un qui est dans une très grande souffrance, qui vit comme un écorché vif, comme un brûlé au 3e degré, comme l'explique Marshall Innan qui a beaucoup travaillé sur le trouble borderline. Et cette souffrance extrême l'amène à faire du mal quelque part pour se protéger ou pour se rassurer lui-même. Donc oui, il fait du mal, mais parce qu'il est blessé, pas parce qu'il aime le faire. Hurt people, comme le dit Olivia Rodrigo dans sa chanson The Grudge. J'ai réussi à placer du Olivia Rodrigo, vous l'aurez remarqué. Je devrais faire ça plus souvent. Maintenant, vous allez me dire, ok, ils cherchent pas à faire du mal intentionnellement, mais en revanche, ils ont vraiment tendance à être dans la manipulation pour obtenir ce qu'ils veulent. Et effectivement, il est courant que les borderline aient recours à des ultimatums, des menaces ou du chantage, qui sont effectivement des actes de manipulation. Je te fais du chantage pour que tu acceptes quelque chose. Je manipule ta décision en la mettant sous contrainte. Mais à nouveau, il faut essayer d'aller au-delà de l'idée reçue qu'on en a. Lorsqu'un borderline en vient à poser un ultimatum, à faire du chantage ou des menaces, c'est quasiment tout le temps pour la même raison. Il a peur d'être abandonné. Et comme je l'évoquais plus tôt, la peur pathologique de l'abandon dans le cadre du trouble borderline, ça peut l'amener à faire des dingueries et notamment à manipuler l'autre pour éviter que ça se produise. Car inconsciemment, pour le borderline, être abandonné, ça revient à mourir. C'est une blessure qu'il ne peut pas supporter de vivre. Et pour s'en affranchir, alors tous les moyens sont bons. Exactement comme si vous, demain, vous étiez pris en otage par un tueur en série et que vous commenciez dans votre tête à mettre en place tout un tas de stratégies de manipulation pour inciter votre kidnappeur à vous relâcher en vie. L'exemple que je prends, il est hyper éloquent, je trouve, pour faire le parallèle avec ce qui se passe dans le cerveau du borderline. Je crève de peur que tu m'abandonnes. Pour moi, c'est comme si tu me tuais, alors je vais te manipuler pour faire en sorte que ça n'arrive pas. C'est vraiment comme ça qu'il faut comprendre la manipulation dans le trouble borderline. J'entends aussi souvent des personnes interpréter d'autres symptômes du trouble borderline comme étant de la manipulation. Alors, sachez de façon plus globale qu'il y a une confusion de l'identité dans le trouble borderline qui l'amène à avoir des actions instables. Comme par exemple le fait de passer de l'idéalisation d'une personne au fait de la détester du jour au lendemain, voire même d'une minute à l'autre. Beaucoup de personnes interprètent ces comportements comme de la manipulation, mais à nouveau, ça s'explique très bien par l'instabilité identitaire qui régit le borderline et qui le fait agir avec des changements brusques ou des comportements impulsifs et donc irréfléchis. Mais en l'occurrence, on n'est pas sur une dynamique de manipulation dans ces contextes-là. Vous l'aurez compris, un borderline peut effectivement être méchant ou manipuler les autres, mais ce n'est pas à des fins de malveillance. Un borderline, ce n'est pas quelqu'un qui souhaite faire souffrir l'autre. C'est quelqu'un qui souffre et qui essaye comme il le peut d'atténuer cette souffrance. Et c'est souvent fait maladroitement parce que le borderline interprète mal. Il se croit en phase d'être abandonné
abandonné, il se croit attaqué, il se croit rejeté, etc. Et donc il y réagit avec beaucoup d'excès et ça peut hélas faire souffrir l'entourage. Si c'est votre cas, gardez bien en tête qu'un borderline ne cherche en aucun cas à vous nuire, il cherche à se protéger lui-même. Essayez si vous le pouvez d'avoir des comportements constants et d'être rassurant pour montrer au borderline que vous n'êtes pas son ennemi et que non, vous souhaitez pas l'abandonner. Par expérience, ça peut vraiment aider à apaiser les comportements de méchanceté ou de manipulation. Moi, c'est un truc qui a hyper bien marché avec moi. Au tout début de notre relation avec mon mec, j'étais dure parce que j'avais peur de fou. Si vous montrez au borderline que vous êtes son allié et que vous le montrez sur le long terme, ça va vraiment aider à ce que ces comportements de manipulation et de méchanceté diminuent. Parce que ce qui se cache derrière ça, c'est une insécurité profonde. Et au plus on est en confiance avec l'autre, au moins on est susceptible d'en passer par toutes ces choses-là. Imaginez en fait que le borderline, c'est un peu comme un chien agressif qu'on retrouve dans les refuges. On ignore son passé, mais au vu de son agressivité, on se doute très fortement qu'il y a eu des maltraitances. Ben le chien, quand il attaque ou qu'il devient agressif, il le fait parce qu'il pense que vous voulez lui faire du mal. Parce que d'autres humains avant vous, quand il était chiot, lui ont fait du mal. Donc dans sa tête, un humain c'est dangereux et on s'en défend. Mais si vous faites preuve de douceur, d'apprivoisement et de patience avec ce chien, dans la plupart des cas, il y a de fortes chances qu'à mesure du temps, ça crée un lien et que ça finisse par bien se passer. Et bah quelque part, avec un borderline qui vous agresse ou qui vous manipule, c'est à peu près la même chose. Si je vous ai appris des choses dans cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la commenter parce que ça m'aide beaucoup. Pensez également à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait parce que j'ai encore plein de sujets à aborder que vous avez pas envie de louper. Croyez-moi, je le sais. Donc abonnez-vous. Je suis aussi sur TikTok sous le nom de Flicidi, comme sur YouTube en fait, comme sur Insta, comme partout. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Et d'ici la prochaine vidéo sur cette chaîne, prenez soin de vous.